RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin un Calédonien au parcours exceptionnel. Oui, Sébastien Lepers est dans nos studios. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bodin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre parcours, mais aussi de ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous êtes magistrat à la Cour des comptes. On reviendra évidemment sur ce poste que vous occupez actuellement. Vous êtes en charge notamment des relations internationales et vous nous en direz plus là-dessus, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément sur la Cour des comptes. Mais avant cela, comment un enfant de Nouméa et de l'île des Pins se retrouve magistrat à la Cour des comptes? Si vous deviez résumer votre parcours. C'est bien simple. Alors, c'est sûr que j'ai commencé, je n'étais pas prédestiné à rejoindre la Cour des comptes. Tout ça s'est fait au fur et à mesure du temps. J'ai commencé à la FOL. J'étais à l'école primaire Suzanne Roussier. J'ai continué mes études ensuite à Robinson, Mont-d'Or. Je suis allé au collège des frères maristes à l'île des Pins, que tout le monde connaît bien sûr, 6e, 5e, et la 4e, je l'ai faite au collège Rivière-Salée. Alors, j'étais internat puisque mes parents habitaient l'île des Pins. Et à un moment, mon père est d'origine parisienne, voilà, nul n'est parfait, n'est-ce pas, et j'ai dû rejoindre... Il voulait que je m'enracine puisqu'il avait l'intention de revenir à Paris et que je m'enracine, que je me fasse des amis lycéens, universitaires à Paris. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je suis parti à Paris faire mes études. Mais alors, vous voilà parti tout seul? Et je suis parti tout seul. 15 ans. Oui, à l'âge de 15 ans, en fait, j'étais chez ma tante en région parisienne que j'avais vue une seule fois en 1984 lorsqu'elle était venue sur le territoire très brièvement à l'occasion de vacances. Et voilà. Et d'abord chez ma tante en région parisienne, et puis après dans une famille d'accueil à Rosny-sous-Bois, voilà. Et j'avais le plaisir de revoir mes parents une fois par an à l'occasion des vacances scolaires, et ça a duré des dizaines d'années comme ça. Alors quand vous repensez à cette époque, vous dites souvent c'était un peu un Indien dans la ville, quand je suis arrivé en métropole. C'était un peu compliqué pour vous. Oui. Alors vous connaissez tous ce film à succès de Thierry Lhermitte de l'époque et qui m'avait beaucoup marqué parce que moi alors c'était pas forcément à mon avantage, mais je me voyais bien le petit Indien parce que lorsque j'ai atterri donc à Roissy-Charles de Gaulle, lorsque vous venez de l'île des Pins, vous voyez un peu le sujet d'étonnement. L'aéroport est un petit peu plus grand. Voilà, l'aéroport est un tout petit peu plus grand, les voies, les autoroutes, voilà, vous avez 4-5 voies, des gens qui s'invectivent avec des gestes qui ne sont pas forcément très acceptables, très recevables, en tout cas pour le Calédonien que je suis. Enfin voilà, donc c'est vraiment de gros sujets d'étonnement. Puis le climat, enfin un peu rude, j'ai appris à me chauffer. Et comme disaient certains amis de Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins qui me rejoignaient en métropole, c'est bien ici, c'est climé à l'extérieur. Enfin, voilà. Alors vous avez fait vos études en métropole. Ensuite, le choix de la fonction publique s'est imposé d'une certaine façon à vous, ou c'était une vocation, ou c'est un peu le hasard qui vous a conduit dans cette voie-là? Je pense que très tôt, alors même que mes parents évoluaient dans le secteur privé, j'étais reconnaissant envers l'administration, envers l'intérêt général, et je voulais servir à l'intérêt général, et il n'y avait rien de plus beau que d'intégrer l'administration d'État. Alors c'était la dernière année de conscription du service national. Jacques Chirac avait prévu de suspendre, alors à titre provisoire, mais je pense que ça dure toujours, le service national, et donc j'avais préparé mon service national, j'avais fait l'école des officiers de réserve de l'armée de l'air à Évreux, sur la base aérienne, et puis fort de mon classement, j'ai raté la Polynésie française. J'aurais bien voulu être major de promotion. Hélas, je n'ai pas pu. Je suis arrivé 11e sur 130 et j'ai pu obtenir mon service national sur la base aérienne de Ventiseri Solenzara en Corse. Alors j'ai choisi la Corse, vous imaginez pourquoi, parce que c'était une île aussi. C'est moins climé à l'extérieur. Et c'est moins climé, je pense que voilà. Et ensuite, il s'agissait de professionnaliser les armées, et on m'a proposé, je pense qu'il était proposé aux éléments qui satisfaisaient en tout cas aux missions, un contrat de professionnalisation, et c'est comme ça que je suis rentré alors au sein du ministère de la Défense dans l'administration d'État, et ensuite j'ai pu servir sur la base aérienne de Roquebrune-Cap-Martin. On s'est niché entre Monaco et l'Italie, pour celles et ceux qui connaissent. Et c'est une base à vocation radar, et j'y suis resté 4 ans. Et au gré des concours internes, j'ai changé de corps. J'étais officier du corps des bases et je suis devenu commissaire de l'air. Et j'ai servi ensuite en état-major en direction centrale. Et c'est là que j'ai endossé différentes responsabilités en qualité d'auditeur interne, auditeur junior, auditeur senior,
senior, chef de mission d'audit. Et c'est ces compétences, je pense, qui ont intéressé la Cour des comptes lorsque j'ai tenté le concours interne pour intégrer le corps des magistrats de l'ordre administratif. Est-ce qu'on peut parler d'un parcours un peu atypique? Ah oui, je suis le roi des chemins de traverse. Si j'avais voulu faire plus simple, j'aurais fait une école de... j'aurais préparé en fait les concours et j'aurais intégré l'ENA, enfin feu l'ENA, l'École nationale d'administration, et j'aurais essayé de sortir bien classé pour intégrer de suite la Cour des comptes. Donc voilà, voilà. Mais cette expérience est aussi riche parce que ça vous donne plusieurs fils à votre arc, donc vous ne perdez pas votre temps puisque vous renforcez vos compétences. Alors aujourd'hui, vous êtes à la Cour des comptes. Vous êtes dans un département un peu spécifique dont on ne parle pas forcément très souvent. C'est celui qui est chargé des relations internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Cour des comptes a un rôle aussi à l'extérieur de la France? Oui, tout à fait. Alors, lorsque je suis arrivé à la Cour des comptes, j'étais à la 7e chambre, puis après la 2e chambre. Donc, j'ai conduit des contrôles dans le champ de l'agriculture, de l'environnement et du transport. Alors, transport, je contrôlais l'aéroport de Marseille-Provence, par exemple. Dans l'environnement, les parcs nationaux. Vous savez, les parcs nationaux en France qui sont des établissements publics à caractère administratif distincts, donc des contrôles différents à chaque fois, dans le cadre de la protection de la biodiversité et du développement dans ces secteurs-là très protégés. Donc, le parc national de Port-Cros, le parc national, je vous fais voyager, le parc national des Écrins et le parc national de l'île de la Réunion. Vous voyez, donc là, ça m'avait valu un déplacement qui était fort appréciable dans l'océan Indien. Enfin, ça c'est un peu moins, c'est encore peut-être plus aride, le versement des aides agricoles, les subventions européennes de la Commission de l'Union européenne en France dans le cadre de la politique agricole commune. Donc ça, voilà, bon, ça c'était une demande de la Commission des finances du Sénat et avec un calendrier et un chronomètre. Et ensuite, fort de ça, j'ai été, entre guillemets, repéré par le directeur des relations internationales de l'époque. De l'époque, je vous parle de ça, c'est pas si ancien que ça. C'était en 2018. Et en 2018, en fait, on m'a approché. Pourquoi? Parce que j'avais une expérience internationale que j'avais pu faire fructifier au sein du ministère de la Défense. En effet, je suis allé en Afghanistan pendant 6 mois dans le cadre des forces prépositionnées de l'OTAN. Et également, j'ai accompli une mission dans le sud Liban, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, les forces intérimaires présentes des Nations Unies au Liban, françaises. Et voilà, en fait, fort de ces différentes expériences, puis un exercice en Espagne, en Portugal. Donc voilà, j'ai intégré cette direction des relations internationales. Et maintenant, de quoi je m'occupe? C'est bien simple. Je m'occupe de la coopération bilatérale, c'est-à-dire qu'entre institutions supérieures de contrôle, on a des jumelages, on recherche des bailleurs de fonds, par exemple la Cour des comptes du Sénégal, la Cour des comptes d'Algérie, la Cour des comptes du Royaume du Maroc. Voilà. On a des projets ensemble, même dans le milieu anglophone, Kenya, le Laos, le Vietnam. La coopération multilatérale, donc on recherche des experts au sein de la Cour des comptes donc à Paris et des chambres régionales et territoriales des comptes pour pouvoir représenter la France, la Cour des comptes française, sa spécificité parce que elle détient une compétence juridictionnelle, elle juge, elle ne fait pas que formuler des recommandations et on arme les différents groupes de travail. À ce titre, la Chambre des comptes la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie représente en fait les juridictions financières françaises au sein de PASAI, qui est le groupe de l'association des institutions supérieure de contrôle dans le Pacifique. Et enfin, on s'occupe d'audit externe des organisations internationales. Ça, c'est beaucoup moins connu. Donc, nous sommes les commissaires aux comptes, les auditeurs externes. On a le mandat actuellement des Nations Unies. On a 4 permanents à New York. On a dû recruter 25 à 30 auditeurs. Là, on a dû même avoir un nouveau plateau technique à Levallois-Perret, puisque le palais... Donc vous évaluez vraiment la gestion des comptes de l'ONU. Voilà, on évalue la gestion des comptes de l'ONU, mais pas que. On a aussi le portefeuille d'activité de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC actuellement, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Vienne, l'OSCE actuellement, et aussi du Conseil de l'Europe à Strasbourg. On avait précédemment celui de l'OCDE, de la Cour pénale internationale, l'UNESCO. Alors pour ne pas se retrouver jugé parti comme l'était le cabinet Andersen, vous savez, lors du scandale Enron, on essaye d'appliquer une règle de rotation en fait, des commissaires aux comptes pour toujours préserver cette impartialité, indépendance, objectivité, neutralité nécessaire à l'évaluation. Alors Sébastien Lepers, vous venez de passer une semaine
en Nouvelle-Calédonie. Vous allez repartir très prochainement. Vous en avez profité pour donner des formations, des cours à l'IFAP. On va y revenir. Et hier soir, vous avez rencontré les étudiants de l'université. Alors, quelles sont les questions qu'ils vous ont posées? Est-ce qu'ils sont étonnés qu'un Calédonien occupe ces fonctions aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont surpris par votre parcours qui est atypique mais qui est remarquable? Quelles ont été un peu quelle a été la teneur des discussions que vous avez pu avoir avec eux? Tout d'abord, les jeunes étudiantes et étudiants que j'ai rencontrés, j'ai trouvé une réelle motivation, un intérêt très fort en fait pour le métier de celui de rejoindre et de donner du sens finalement à la carrière et de vouloir servir l'intérêt général. Et les questions, alors c'est vrai qu'à un moment j'ai abordé le sujet du renoncement. Mon père disait toujours que si j'étais resté à Nouméa, je serais sur Lansvata à faire de la planche à voile et que je passerais du bon temps avec mes cousines et cousins ici et que il dit souvent que j'étais né dans du coton. Enfin bon, voilà. Il faut avoir conscience que si on s'oriente en fait vers une carrière très longue, rejoindre un parcours professionnel, il y a certaines formes d'abnégation, de renoncement en fait à avoir. Et ça, j'ai eu une question assez pertinente d'un étudiant qui me disait, mais en matière d'hygiène de vie, vous savez, nous ici en Nouvelle-Calédonie, on aime bien aussi profiter de la vie, mais est-ce que finalement s'orienter comme vous dans votre carrière, est-ce que c'est pas trop d'investissement quelque part? Alors je lui ai dit que il avait raison. Ça c'est donnant. Hein. On peut pas. Il faut donner pour recevoir. Hein. Et que j'étais quelque part déformé puisque mes parents avaient avaient travaillé dans l'hôtellerie. Vous savez, c'est 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc quelque part j'étais déjà préparé à ça. Et ensuite que le code de travail ne s'applique pas lorsque vous êtes militaire. J'étais pendant 17 ans au ministère de la Défense. Et là-dessus, c'est vrai que lorsque vous êtes en Afghanistan, vous ne faites pas pouce, messieurs les talibans, oui. Il est l'heure de ne pas jeter une roquette. C'est la pause. Ouais. Oui, donc ça, c'est des questions qui vous posent. Oui, mais vous sentez chez les jeunes Calédoniens une attirance aussi vers... une attirance et d'être encadré. À la fin en fait, de l'intervention, j'ai eu beaucoup de demandes en fait, de conseils. En fait. Par exemple, là, je vais préparer des oraux, comment faut-il se préparer, etc. Donc vraiment une envie, un réel intérêt. Après, c'est vrai que je pense que la Nouvelle-Calédonie, elle est ce qu'elle est, et à partir de moment se posera la question. Alors moi je suis très défense de la francophonie, hein, je préfère qu'on aille poursuivre ses études à Paris plutôt qu'en Australie, mais c'est vrai qu'en Australie on peut facilement revenir lors des vacances sur le territoire. Voilà. Et voilà, j'ai vraiment senti des questions très intéressantes, mais je suis intervenu pendant 1h30, c'était long. J'ai essayé de répondre à toutes les attentes, et en tout cas aux questions des étudiantes et étudiants. Oui. Alors, je le disais au tout début de l'intervention, et c'est le dernier aspect qu'on va évoquer avec vous, Sébastien Lepers. Vous avez donné aussi une semaine de cours et de formation à l'IFAP, l'Institut de formation de l'administration publique, notamment pour tout ce qui est contrôle des politiques publiques, etc. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un besoin de formation en Calédonie et peut-être d'aller plus loin dans ce secteur-là? Oui. Alors... Au tout début, il s'agissait de donner une session de formation de 2 jours, de sensibilisation. Et finalement, ça c'est compte tenu de la demande, en fait, cette très forte demande, j'ai répondu présent parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger avec des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, des différentes institutions de Nouvelle-Calédonie. Vous aviez des personnes du gouvernement, des provinces des îles Loyauté, des provinces nord, provinces sud, de l'ISée. Et donc, c'était vraiment très riche. Je pense qu'on a un besoin, en fait, on a un terrain très propice à l'évaluation des politiques publiques. On a quand même ici une originalité institutionnelle et on a un besoin de méthode et d'encadrement. L'idée est de dire, est-ce que cette évaluation des politiques publiques, elle est performante, hein, elle est performante, donc on va voir les critères d'efficience, d'efficacité et d'économie, mais également, il s'agit de s'interroger sur son utilité, sur sa pertinence, sur sa cohérence interne, mais aussi cohérence avec l'ensemble des autres politiques publiques. Et ce qui était intéressant d'échanger d'un point de vue de méthode, c'est que cette évaluation des politiques publiques, elle doit se faire non plus de manière très technocratique, mais en incluant les parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être des organisations de la société civile, le citoyen, les bénéficiaires d'une politique publique, le décideur, le financeur, l'opérateur, Et donc, ça, c'est quelque chose de partagé et qui collerait bien à la Nouvelle-Calédonie. Je pense que cet outil d'évaluation des politiques publiques, c'est une méthode très adaptée au territoire. Est-ce que c'est une garantie de fonctionnement, finalement, sur la durée et sur le long terme, quand les politiques publiques sont évaluées, encadrées La question de la durabilité
est nécessairement très importante et elle est incluse dans la méthode. Et il s'agit en fait de mettre en œuvre, de concevoir et de mettre en œuvre des politiques publiques durables, effectivement. Sébastien Lepers, merci beaucoup d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu ce matin avant votre retour en métropole et on espère une prochaine fois. Merci, monsieur.